Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un cactus, le Rhipsalis. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante étrange et bienfaisante, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Nous voici en présence du Rhipsalis, ici le Rhipsalis bassifera. Il y en a des tonnes et des tonnes. On va d'abord vous présenter ces plantes qui sont de la famille des cactus, des cactacées, et il faut reconnaître qu'on ne les identifie pas forcément comme un cactus, tant la forme, le port, pas d'aiguille, en tout cas pas d'épines, pas de feuilles, bon, comme la plupart des cactus. Alors, il faut d'abord en revenir à des généralités. Ce cactus, identifié comme tel, a été décrit en 1788 par Monsieur Gärtner. Et à l'époque, il ne savait pas que c'était un cactus, donc il l'a décrite, il l'a certainement associé à une plante que je vais vous présenter ici, qui s'appelle une euphorbia. Là, c'est l'euphorbia crayon, pour laquelle on a déjà fait une petite vidéo. Donc Euphorbia tirucali, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Ça, c'est une euphorbiacée, et là, on est bien en présence d'une cactacée. Alors, pour être très clair sur ce Rhipsalis, il fait pas l'unanimité dans le monde scientifique, parce que certains disent que c'est une plante qui est spécifique et endémique, comme tous les cactus d'ailleurs, des Amériques, Amérique du Sud, Amérique centrale ou encore Amérique du Nord. En fait, il se trouve que génétiquement, on a un puits de diversité qui est vraiment placé du côté du Brésil, au niveau de la Malta Atlantica, hein, c'est la partie est du Brésil, et on n'est pas sous la forêt tropicale, hein, on n'est pas dans le désert non plus, mais on est quand même dans des endroits où il peut faire chaud et sec. Il se trouve qu'on a identifié aussi des Rhipsalis qui auraient plus de 150 millions d'années en Afrique ou à Madagascar. Et là, il y a un problème, parce que de tout temps, on a toujours dit que les cactées étaient spécifiques aux Amériques et non pas sur les autres continents de la planète, Europe, Méditerranée, Inde, Afrique, etc. Donc là, deux versions se chamaillent, deux types de discours se percutent, à savoir, il y a 150 millions d'années, à l'époque où on avait le seul et unique continent sur la planète, c'était le Gondwana, il y avait des Rhipsalis un peu partout, et les continents ont dérivé, se sont séparés, et ma foi, les Rhipsalis ont continué leur développement, évidemment au Brésil et en Amérique du Sud, mais aussi un tout petit peu en Afrique et à Madagascar. Alors, l'autre théorie consiste à dire, certains scientifiques, botanistes disent, mais non, c'est une plante qui a certainement été véhiculée, compte tenu de la taille de la graine, par des oiseaux qui l'auraient tout simplement déposée sur d'autres continents, et c'est tout à fait plausible. Moi, j'en sais pas plus par rapport à ça. Mais c'était intéressant de voir que cette plante, aujourd'hui, fait encore débat. D'ailleurs, elle fait tellement débat qu'on trouve encore des spécimens, on trouve encore des espèces dans les années 2000, notamment toujours au Brésil. Donc c'est une plante très intéressante à plus d'un titre. Elle l'est aussi par la description que je vais vous en faire. C'est d'abord un cactus, donc c'est vrai que ça ressemble pas à un cactus. On peut comprendre que la description n'a pas permis de la classer tout de suite. D'autre part, c'est un cactus où il y a très peu d'épines. Il y a bien certains Rhipsalis où il y a quelques aiguilles, mais il n'y a plus d'aiguilles sur celui-ci. Il n'y a pas de feuilles non plus. D'ailleurs, pour information, quand vous voyez une aiguille, un piquant sur un cactus, il faut savoir que c'est une feuille qui s'est transformée. C'est un organe de transpiration important. La feuille, c'est même l'organe de transpiration le plus important. Et quand cette feuille se transforme en aiguille, en épine, c'est tout simplement pour moins perdre d'eau, moins transpirer. Évidemment, c'est une plante qui s'est adaptée, qui a évolué pour faire des réserves d'eau et perdre le moins possible d'eau. Eh bien ici, on n'a même pas d'épines, sauf sur une ou deux espèces, et encore c'est très discret. On a des soies, on a un genre de petit duvet cotonneux. C'est pas de la cochenille. Ce sont encore une fois des organes qui, auraient la capacité de capter un peu de rosée en période sèche pour pouvoir s'abreuver. Voilà. Mais on peut distinguer par moment quelques petites soies qui sont sur une variété ou une autre. Il y en a qui sont beaucoup plus propices à ce genre de développement de soie. On va essayer de vous décrire le Rhipsalis. Donc les Rhipsalis sont d'une manière générale vert clair, vert foncé. On a même certaines couleurs vers le violet, vers le blanc, tellement il est recouvert de soie.
Il y aura des photos qui vont défiler. C'est une plante dont les tiges ont différentes formes. Elles peuvent être aplaties, écrasées, elles peuvent être géométriques, cylindriques, ovales. Ce sont des plantes qui sont épiphytes, c'est-à-dire qu'elles ont pour l'habitude de pousser dans les arbres, sans les parasiter. Sans les parasiter, j'insiste, parce qu'il y en a un qui s'appelle cactus gui. Alors, on fait référence à la baie qui est verte, qui est blanche, laiteuse, qui nous rappelle effectivement le gui qu'on a dans nos contrées, mais pour autant, ce n'est pas une plante parasite comme le gui parasite nos arbres ici. Eh bien non, le Rhipsalis n'est pas une plante parasite, c'est bien une plante épiphyte qui pousse sur un support. Certains peuvent même pousser dans des roches, mais majoritairement ce sont dans des arbres. Ce qui fait que c'est une plante qui est toujours, je dirais, très basse. Elle n'a pas de port érigé, elle est couvre-sol pour le mieux ou retombante quand elle est dans un cache-pot ou dans un arbre. Ce sont des plantes très apaisantes, ce sont des plantes dont on dit qu'elles sont bienfaisantes, qu'elles sont source de calme, de paix. Pour ce qui est de la fleur, alors là je vais mettre une petite photo, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais ça peut arriver et parfois sur certaines espèces la floraison est assez importante tant il y en a. Elle est toute petite, elle est blanche, elle est discrète et la baie, pour la plupart d'entre elles, les baies ressemblent à celle du gui, d'où le nom et la confusion, cactus gui. Pour l'histoire de la géographie, alors sachez que ripsa ça veut dire souple, évidemment on a un port très souple. C'est une plante qui avait été décrite, j'ai dit tout à l'heure en introduction, par Gärtner en 1788. Histoire, géographie, bon, la géographie, on a compris, c'est majoritairement le Brésil. Pour ce qui est de l'histoire, en 1788, monsieur Gärtner l'avait décrite comme étant une plante succulente, mais pas comme une cactée, on l'a bien évidemment dit. Ripsa veut dire souple, plante-jonc, port souple, et effectivement, c'est quelque chose qui est relativement souple. Ça casse facilement, mais c'est pas problématique tant la plante est généreuse en végétation. En ce qui concerne la culture, écoutez, il n'y a rien de plus simple. C'est une plante grasse qui pousse facilement, qui tolère des températures qui peuvent ponctuellement descendre à 10-12 degrés. Donc on va pas mettre ça dans le salon à 20-25 degrés en hiver, on va plutôt mettre ça dans une chambre qui est pas très chauffée. Moi je la vois bien comme plante d'étudiant, un peu comme le Ceropégia. C'est une plante qui va tolérer entre 16 et 22, 23, 24 degrés. N'oublions pas, elle vient d'endroits relativement chauds. Il faut pour l'exposition une lumière normale. Elle pourrait être en plein soleil. Le tout serait d'y aller progressivement parce qu'elle tolère, et évidemment qu'elle accepte le plein soleil, sauf que si elle a été pendant 3 mois ou 1 an à l'intérieur, que vous la mettez en plein soleil à 35 degrés, elle va quand même marquer le pas. Il va y avoir des marques sur le feuillage, elle va littéralement brûler sans mourir, mais c'est dommage, la plante est magnifique. Il faut y aller par transition, on passe sous un arbre, sous un massif, et puis ensuite on pourra même la mettre en jardinière, c'est vous dire qu'elle est très intéressante. Donc c'est bel et bien une plante d'intérieur qu'on peut sortir au mois d'avril-mai en bac, en jardinière, ou tout simplement la laisser dans son pot. Et alors, elle va aussi vraiment se développer davantage. En ce qui concerne le rempotage, écoutez, c'est un cactus, c'est une plante grasse, donc on a un terreau spécifique, terre à cacté, si vous voulez pas vous casser la tête. Vous trouvez ça dans toutes les bonnes jardineries. Sinon, vous faites votre mélange. 2 tiers d'un bon terreau et de terreau de rempotage et 1 tiers de sable, et là vous avez quelque chose qui est tout à fait acceptable pour ce type de plante. On peut ajouter un peu de terre de bruyère, sachez-le, c'est une plante qui aurait une tendance à aimer une légère acidité, donc si vous mettez un peu de terre de bruyère avec votre terre à cactus, elle ne s'en portera que mieux. Les rempotages se font évidemment de février-mars jusqu'à juin. C'est toujours le meilleur moment de l'année pour toutes les plantes d'intérieur ou d'extérieur. N'oublions jamais que pendant cette période, les jours rallongent et l'activité cellulaire, la photosynthèse augmente chez ces plantes, et ainsi le rempotage, qui est souvent une période de stress pour n'importe quelle plante, va lui permettre de passer très facilement ce cap, et derrière elle va raciner, elle va foisonner, elle va pousser, elle n'en sera que plus belle. On reprendra la fertilisation 3 semaines, 4 semaines après le rempotage. Quand on va manipuler cette plante, il faut bien savoir qu'il va y avoir de la casse. Il va y avoir de la casse, et c'est normal parce que ce port souple est malgré tout très cassant. Ce sera peut-être l'occasion de parler de boutures qui sont relativement faciles, on y vient juste après. Au niveau des arrosages, c'est une plante qu'il faut arroser à peu près, j'en sais rien, vous allez arroser en fonction de l'humidité, de la motte.
Oui, il faut permettre à cette plante de sécher entre 2 arrosages. C'est comme ça que vous arriverez à gérer les problèmes d'eau, car il y en a des problèmes d'excès d'eau. Ici, j'ai un cache-pot, elle n'est pas dans une suspension. Eh bien, ce cache-pot, c'est particulièrement piégeux. J'arrose une fois, là, il y a 15 jours, 3 semaines, et puis je viens pour arroser maintenant, et je m'aperçois qu'il y a encore de l'eau au fond du cache-pot. C'est là où, justement, il faut être très vigilant. Il faut absolument arroser et être sûr et certain qu'il n'y a pas d'eau au fond et vérifier que la motte est bien sèche. Ça, c'est le système, le truc qui va vous permettre d'éviter la seule maladie qui n'en est pas vraiment une, c'est un problème physiologique, c'est une pourriture par asphyxie racinaire et pourriture des branches et de la plante dans son ensemble. En ce qui concerne les autres problèmes, je dirais sanitaires, on va trouver essentiellement des bébêtes, on va trouver des cochenilles, ça arrive. Alors la cochenille farineuse, qui peut arriver là-dessus, oui, c'est tout à fait possible, c'est d'ailleurs très compliqué à éradiquer. Il y a de l'araignée, de l'acarien. Alors là, l'acarien, la petite araignée, on va la traiter tout d'abord dans un premier temps en faisant un petit peu de pulvérisation, ce que la plante accepte, parce que les araignées sont particulièrement dérangées dès qu'il y a un taux d'humidité qui remonte. D'autre part, on a aussi des pucerons qui peuvent arriver là. Alors le puceron, lui, il est plutôt friand des jeunes pousses quand votre plante va aller dehors. Si toutefois vous la mettez en jardinière en bac pour l'été, méfiance, les pucerons peuvent attaquer les jeunes pousses et c'est particulièrement tendre. C'est très souple et très tendre, donc le puceron va pouvoir piquer et littéralement absorber cette sève nourricière. Ah oui, alors là, quand j'ai lu ça, j'ai été très étonné. On peut retrouver des limaces. Alors, les limaces, c'est spécifiquement quand on a ce Rhipsalis dehors et qu'à un moment donné, elle se réfugie dans le pot et puis ensuite, elle va passer un moment relativement sympathique dans la pièce la plus froide de la maison et elle va continuer à manger. Les limaces, méfiez-vous, elles peuvent venir dans une jardinière, dans un bac ou dans cette plante quand elle sera exposée à l'extérieur. C'est bien évidemment à l'extérieur que ça se passe. En ce qui concerne la multiplication du Rhipsalis, écoutez, là j'ai fait une expérience, on a bouturé en janvier, ce qui est absolument pas le moment, mais pas du tout. Alors le meilleur moment pour bouturer, c'est au printemps, parce que ça correspond plus ou moins avec le moment où vous allez rempoter votre plante, et si vous faites bien attention, vous allez reconnaître, identifier des racines aériennes qui se trouvent à l'intersection d'une tige et d'une autre ramification. Je rappelle, il n'y a pas de feuilles. Et des racines aériennes sont particulièrement propices parce que c'est même presque pas une bouture, c'est quasiment une marcotte aérienne où le travail a été à moitié fait. Il suffit de découper, de mettre ça dans un terreau adapté. Ici, j'ai un terreau terre à cactus que j'ai fait moi-même. Et ça fait maintenant 2 mois que la plante est dedans. Je pense encore 1 mois. Et évidemment, les racines vont commencer à passer par en dessous. On aura donc réussi cette multiplication qui est très simple. Je parle vraiment de multiplication végétative par bouture. On pourrait faire des semis, mais là, c'est quelque chose qui est plutôt accessible pour les amateurs avertis. C'est possible, encore faut-il récolter les graines, ce qui n'est pas forcément gagné. Eh bien, pour terminer, je vais vous citer qu'il y a des choses à voir dans la description. C'est beaucoup plus complet, beaucoup plus fouillé dans la description. 1 ou 2 espèces, le Bacifera, c'est celui-ci. Je dois regarder, vous avez le Pilocarpa, le Pachifera, et ensuite on a le Cruciformis, qui est une forme vraiment étrange aussi. Voilà pour le Rhipsalis, une plante étonnante, une plante encore une fois hors norme, mais qui est pas si rare que ça. Elle est présente dans toutes les jardineries. Il suffit de lever les yeux. Vous la trouverez rarement dans une tablette. Vous levez les yeux, vous regardez dans les suspensions, et en général, il y a toujours du Rhipsalis parce que c'est une plante très solide, très facile, et que en suspension, c'est certainement là où elle offre le plus bel effet en pot, en cache-pot, sur une étagère, en haut d'un meuble. Là aussi, elle vous le rendra. Eh bien, je vous salue pour ce Rhipsalis. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Végétosphère, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Shall we begin?